Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à un pays stratégique, le Kenya. Son président, Uhuru Kenyatta, fils de Jomo Kenyatta, premier président du Kenya, indépendant et candidat à sa propre succession pour la présidentielle d'août 2017. Alors, quels sont les enjeux prioritaires de cette présidentielle et comment se porte le Kenya sous la présidence du président Kenyatta? Trois invités avec moi pour en parler. Jean-Bernard Bikim, l'habitué de nos plateaux. Vous êtes analyste stratégique, président du think tank Alpha. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Bernard Bikim. Tikpi Achadam, vous êtes juriste, anthropologue, vous êtes le président du Parti national panafricain. C'est un parti d'opposition au Togo. Merci Tikpi Achadam d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Brice Nzamba, vous êtes juriste, avocat au barreau de Paris. Vous connaissez très bien le Kenya et sa vie politique. Merci Brice Nzamba d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Todugo. Il veut que la présidentielle de 2017 soit pour son pays l'occasion du rassemblement. Il veut éviter à son pays, le Kenya, la tragédie post-électorale de 2007 qui a fait 1200 morts et qui l'a conduit devant la CPI, la Cour pénale internationale. Mais qui est Uhuru Kenyatta et quel bilan peut-on faire de sa présidence à la tête du Kenya? C'est un sujet de la rédaction signée Victoria Seji. En fonction depuis le 9 avril 2013, le président Uhuru Kenyatta dirige depuis 4 ans le Kenya. Les expériences acquises pendant ses fonctions ministérielles occupées au sein du gouvernement de l'ancien président Mwai Kibaki lui avaient permis de dresser un programme de gouvernance qui se veut pragmatique, un programme grâce auquel il a été élu face à son principal opposant Raila Odinga avec 50,07% des suffrages exprimés. Le chef de l'État kenyan entreprend alors des réformes importantes qui ont souvent polarisé le débat politique dans son pays. Ces réformes concernent la loi électorale autorisant l'introduction de nouveaux systèmes électroniques de vote au détriment du système manuel et celle garantissant une hausse du nombre de femmes au Parlement. Nous savons que les élections au Kenya sont en quelque sorte influencées par l'appartenance tribale, compte tenu de la constitution qui a été dernièrement adoptée. Je pense qu'ils ont essayé de relativiser cette question pour que le président qui soit élu soit réellement un président national. J'ai lu à travers une certaine disposition de cette constitution que même dans la tribu ou dans la région où le candidat est réputé minoritaire, il doit totaliser 25% des voix pour prétendre être le président du pays. Le 8 octobre 2014, le président Uhuru Kenyatta est convoqué par la Cour pénale internationale. Accusé par l'instance, il doit s'expliquer pour la deuxième fois. Il s'agit d'une audience de son procès ouvert depuis 2012 pour crime contre l'humanité. Crime qu'il aurait commis lors des violences post-électorales ayant suivi la présidentielle de 2007. Mais les charges contre lui seront abandonnées, faute de preuves conséquentes. Qu'il soit coupable ou soupçonné l'être, l'essentiel c'est qu'il a accepté de comparaître devant la Cour pénale internationale, ce qui n'est pas le cas de pas mal de présidents en exercice, ce qui est à mon avis un geste hautement appréciable pour un président en exercice, surtout qui croira que quand ils deviennent des chefs d'État, ils deviennent au-dessus de la loi. Sur le continent africain, l'influence de Uhuru Kenyatta se ressent en 4 ans d'exercice. Après avoir appelé l'Union africaine à se retirer en bloc de la Cour pénale internationale lors du 26e sommet de l'institution panafricaine en janvier 2016, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie mettront leurs menaces à exécution courant de la même année. Ces derniers dénoncent l'arbitraire de la CPI vis-à-vis des chefs d'État africains candidats à sa propre succession en août 2017. Le président kenyan Uhuru Kenyatta espère être réélu pour un second mandat de 4 ans.
Alors, monsieur, je rappelle, avant de commencer notre émission, que nos deux invités kenyans, locuteurs français qui devaient participer à cette émission, ont eu un incident de dernière minute et ne peuvent participer à celle-ci, ce que nous regrettons. Alors, parlons très rapidement du personnage avant de parler de l'homme politique et de son bilan. Je l'ai dit dans mon introduction, la CPI l'inculpe pour les violences post-électorales de 2007. Il avait la possibilité de se faire représenter par ses avocats ou de se faire auditionner par téléconférence depuis Nairobi. Mais l'homme dit non, je vais en personne répondre aux questions des juges de la CPI. Ça dit quelque chose du personnage, non, M. Brice Nzamba? Oui, écoutez, moi je pense que la démarche du président Kenyatta consistant à se déplacer, donc à déférer à la convocation de la CPI, pour moi c'est une démarche qui est empreinte d'un homme d'État, voilà, sans aller plus loin, parce qu'il y a un respect déjà au niveau des institutions internationales. Parce que c'était un chef d'État, il est investi de la souveraineté de son pays, il aurait pu exciper, comme font beaucoup d'autres chefs d'État africains, de sa fonction de président, donc de souverain, et donc jouissant d'une immunité de juridiction. Il aurait pu le faire, oui. Mais le respect de l'accord qui lie le Kenya qui a signé le traité de Rome, qui oblige donc le Kenya à déférer aux convocations. Il a respecté, il est parti et il a joué le jeu des institutions internationales, montrant par là qu'il a certainement un respect pour le droit, un respect pour la communauté internationale et par ailleurs, je pense que peut-être que quelque part, il n'avait rien à s'y reprocher. Et voilà, donc je pense que c'est un geste qui est à encourager et qui montre que quand on signe des accords, il faut savoir en tirer les conséquences. Voilà, on ne peut pas d'une part ratifier le traité de Rome et puis vouloir se soustraire des conséquences qu'implique cette signature. Donc je pense que c'est un acte qui manifeste une certaine grandeur, toute proportion gardée, c'est-à-dire le respect de la parole donnée, le respect des engagements pris par le Kenya et le respect donc du jeu des institutions internationales. Alors il aura été le premier chef d'État africain en exercice à avoir comparu en personne devant la Cour pénale internationale. Et la suite, on la connaît, c'est l'abandon des charges. Alors, Jean-Bernard Bikim, que vous inspire le personnage dont nous parlons aujourd'hui? Je dirais pas grand-chose. Uhuru Kenyatta, c'est le contraire de son père. Jomo Kenyatta, c'est quand même, je dirais, l'homme qui a, aux côtés de Nyerere, travaillé sur la soft reliance, qui est la possibilité de mettre en œuvre dans les pays africains des partenariats multipolaires permettant à ces pays de sortir de la dépendance dans laquelle ils se trouvent depuis l'héritage colonial. Comment a-t-il pu tourner le dos à cela? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, je vais revenir sur ce que vient de dire Nzamba. Je suis désolé. Le traité de Rome, c'est la plus grosse arnaque intellectuelle qui puisse exister. D'accord. Personne ne peut imaginer George Bush à la CPI. Non, personne. Les États-Unis ne sont pas ratifiés le traité de Rome. Je me permets pour faire réagir. Alors, pour revenir sur le fond, le Kenya et le Nigeria, c'est deux faces d'une même pièce. Si vous regardez les problèmes les tensions qui traversent le Nigeria, vous retrouvez systématiquement les mêmes tensions qui traversent le Kenya. Alors, pour l'homme en lui-même aujourd'hui, je dirais deux choses. La première, c'est qu'il est passé à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'était de proposer à l'ensemble des partis politiques kenyans la refondation du pays. Parce que vous pensez qu'il ne l'a pas fait? Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, au regard des derniers éléments que j'ai vus avant d'arriver. Alors, qu'est-ce que vous faites dire? Très rapidement, qu'est-ce que vous faites dire qui ne l'a pas? La plupart de ses compatriotes disent de lui he has a privileged background. Il a une origine aisée. C'est le fils du premier président de la République indépendante donc du Kenya, Jomo Kenyatta, qui a pris le pouvoir en 1963, qui est décédé en 1978. Mais on dit de lui qu'il a gardé, tout comme son père, le contact avec le peuple. Ce n'est pas un aristocrate. Mais vous pensez qu'il est dans sa bulle à lui, coupé des réalités de son pays? Uhuru Kenyatta, oui. C'est le pire produit de la colonisation. Nous avons au Kenya
un modèle persistant colonial qui perturbe et qui alimente les tensions qui traversent ce pays et qui vont persister. On reviendra effectivement en détail sur ça. Monsieur Atchadam. Non, moi, et je crois que... Très rapidement sur le personnage, avant qu'on ne parle de son bilan politique à proprement dit. La Cour pénale internationale, moi, les procédures de la Cour pénale internationale me rappellent les déportations des résistants à la colonisation. Mais en même temps, quand on signe des conventions, il faut les respecter. Tout à fait. Alors je trouve que Uhuru Kenyatta est légaliste, il respecte la convention qu'il a signée, et peut-être parce qu'il n'a rien à se reprocher. La preuve, c'est que les charges ont été abandonnées. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Mais il faut... Attention, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Tout à fait. Les charges ont été abandonnées faute de preuves. Ça n'a rien à voir avec son innocence ou sa culpabilité. On n'en est pas encore là. Mais la Cour pénale internationale, moi, j'ai tout contre la Cour pénale internationale. Mais il faut que les représentants africains, les gouvernements africains, arrêtent de conclure des accords à tout moment sans réfléchir sur les conséquences de ces accords-là. Les États-Unis n'ont pas ratifié la Convention sur les droits de l'enfant, mais les États-Unis distribuent des points aux États africains qui ont ratifié la Convention. Et je crois que maintenant, c'est à cela qu'il faut réfléchir. Oui, il y a des conventions, faut-il les signer, oui ou non? Où se trouve l'intérêt du pays dans ces conventions? Où se trouve la dignité du continent africain quand nous préparons à signer des conventions? Voilà. Sa comparution en personne devant la CPI est saluée par tout le monde, même s'il y avait des chefs d'État africains qui le... Mais il faudra passer à une cour africaine. De conseiller. Ça, on verra ça dans le cadre d'une autre émission. Alors, dites-nous, le Kenya est tout de même cité comme un exemple de réussite de ce que les anglo-saxons appellent post-conflict reconstruction, amis. La reconstruction post-conflit, parce qu'on a eu les violences en 2007 avec 1200 morts et le pays se cicatrise, pense ses plaies peu à peu. C'est votre avis, vous pensez effectivement qu'elle a réussi, en tout cas le Kenya a réussi la reconstruction post-conflit? Vu de loin, oui. Mais souvent, moi, il m'arrive de prendre les informations sur l'Afrique avec des pincettes. Parce que la plupart du temps, l'information nous vient de l'autre. Et donc, à partir de ce moment, quand l'extérieur trouve que ça va bien, nous aussi, nous applaudissons, on rentre dans le triomphalisme. En tout cas, nous n'avons plus d'images de guerre, de mort, de rue. Souvent, les rapports, oui, c'est vrai, il n'y a plus de violence. Oui. Mais je me dis, quand je me ramène dans mon pays comme le Togo, il n'y a plus de violence, on ne tue personne, on n'assassine plus au Togo. Mais ça ne veut pas dire que le Togo se porte bien, c'est pour ça que je suis prudent. Alors, Brice Nzamba, on dit de l'homme également qu'il a su réussir à réaliser les équilibres ethno-tribaux de façon à ce que les gouvernements successifs qu'il a construits soient des gouvernements d'union nationale. C'est une formule qui a marché selon vous? Écoutez, moi je pense que dire aujourd'hui que c'est une formule qui a marché, c'est comme si on était arrivé à la fin de tout. C'est-à-dire que ça, on le saura un peu plus tard. Mais ce qui est vrai, la stabilité, voilà, pour demander ce moment-là. Voilà, ce qui est vrai, c'est qu'il faut toute proportion garder, savoir rester objectif. Voilà. De façon objective, le président Kenyatta arrive au pouvoir. On sait qu'il y a eu quand même des affrontements. Il y avait d'abord au préalable une crise post-électorale entre les Kikuyu et d'autres ethnies. Et donc, il arrive quand même à un moment où il y a des tensions tribales et sociales qui sont quand même importantes. Donc, une fois qu'il s'installe, on constate quand même qu'il y a une résorption quand même de cette tension, en tout cas au point où c'en était avant, et de telle sorte qu'on peut objectivement penser que sa manière de gouverner a participé à apaiser. Alors, pour rester prudent, comme le disait mon prédécesseur, il faudrait continuer à faire un travail, parce qu'il faut se souvenir que les tensions ethniques et la guerre a été provoquée à la suite des élections. Donc, je pense que l'intelligence serait de créer des conditions des préventions ou des traitements des résultats à l'issue des élections pour que toutes les parties soient d'accord sur les résultats et que ça ne donne plus lieu au règlement de conflits dans la rue, mais que si jamais il y a des contestations, que la voie de la légalité, que la voie constitutionnelle soit privilégiée, notamment par des recours tels que c'est organisé dans la Constitution kenyane. C'est pour ça qu'il souhaite que la présidentielle d'août 2017 soit pour son pays l'occasion du rassemblement de tous les Kenyans. Jean Bena Bikim, une problématique à laquelle le président Kenyatta a été confronté, c'est le terrorisme, notamment celui des Chebab. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est le fait pour lui et son pays d'avoir trouvé un ennemi commun qui fait qu'effectivement le pays affiche cette apparente solidarité, cohésion? Alors, ce que vous décrivez, ça s'appelle un effet d'optique. Sur la réalité, c'est le contraire. Nous avons, depuis la nuit des temps,
un phénomène ethnique, tension entre les Kikuyu et les Kalenjin, d'une part. Nous avons les questions liées au foncier. Nous avons des questions liées à l'absence de la présence de l'État dans tous les territoires du Kenya. Et surtout, le Kenya est frappé par l'absence et le choix, d'une part, du modèle libéralisme, et d'autre part, de l'absence du système national de gouvernance qui permet à l'État de pouvoir assumer ses missions d'une part, et d'autre part, de mieux repartir le produit de la richesse nationale sur tous les strates de population. Je prends un chiffre très simple. Aujourd'hui, 50% du budget de l'État kényan est absorbé par les parlementaires et les élus. Et les fonctionnaires. Seuls 2% sont alloués à la population. Me dire ce qu'il veut combattre. Il a dit que ça marche bien. Dans son discours, nous verrons tout à l'heure son bilan économique. Il y a toujours les 350 000 déplacés de 2008 qui sont toujours dans les camps. Tout à fait. Qui sont toujours dans les camps. Et qui sont régulièrement priés de rentrer. Ce qu'il faudrait plutôt suggérer au président Kenyatta, c'est, comme je dis tout le temps ici, dans ce plateau, quand on construit une maison, on regarde bien ses fondations. Kenyatta, s'il souhaite se représenter aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que depuis plus de 50 ans, avec le modèle libéral qui nous a été imposé, qu'est-ce que ça donne ? Premier point. Le second point, est-ce qu'il est possible enfin de sortir, de juguler le phénomène anti-Kikuyu et comment rééquilibrer les tensions dans la zone de la vallée du Rift central, parce que tout est focalisé sur ce point-là. Tout à fait. Aujourd'hui, pour moi, Kenyatta peut être à la fois l'homme de la situation. Alors, mais très rapidement, quel mal kenyan liez-vous au choix du capitalisme, du modèle libéral? Alors, dans le modèle... Et qu'on ne le voit pas dans les autres États. Alors, dans le modèle libéral, je disais tantôt que vous regardez le Nigeria, vous prenez le Kenya, c'est la même chose. Dans le modèle libéral anglo-saxon, tel qu'il est appliqué, l'État n'a qu'une seule fonction, celle de régler, de régler les imperfections générées et engendrées par le marché. Or, je prends un cas très simple. Un État a ses missions régaliennes. Parmi ces missions régaliennes, vous avez quoi? L'éducation, la santé, la défense, l'accès aux services de base. Aujourd'hui, les Kenyans ruraux doivent marcher plus de 10 km pour trouver de l'eau. Effectivement, la question de la lutte contre la pauvreté reste centrale dans ce pays. Très rapidement, Monsieur Achadam, son bilan politique, comme on l'a vu dans l'élément qui est passé avec les différentes réformes qui ont été opérées, notamment en matière électorale, où les Kenyans aujourd'hui, à l'opposé de pratiquement tous les autres pays du continent, peuvent voter électroniquement. Il suffit d'aller et de poser son doigt et vous votez. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il réussit tout de même à inscrire son pays dans la modernité? Oui, si on se situe aujourd'hui au niveau de processus, ou en tout cas au mécanisme de vote aujourd'hui, oui, on peut le dire. Parce qu'il y a des États qui sont encore au manuel et qui sont encore à la manipulation anachronique des résultats. Mais quand je me rabats sur ce que vient de dire le collègue, Abikim, je me dis, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'imposer à l'Afrique l'idée selon laquelle la stabilité est un objectif de gouvernance? Or, la stabilité ne peut être un objectif de gouvernance, mais c'est une condition pour aller au développement. Et donc, généralement, quand on se rend compte qu'il y a un peu de stabilité dans un État africain, on dit, oui, ça va bien, il n'y a plus de guerre. Mais l'objectif... C'est déjà ça. C'est déjà ça. Quand il y a cette stabilité, c'est déjà ça. Quand on voit le long parcours du continent en matière de conflits, il y en avait des dizaines il y a des dizaines d'années, mais aujourd'hui, il y a moins de conflits sur le continent. C'est déjà un pas. Ce n'est pas un objectif. Mais ce n'est pas un objectif. On verra dans la deuxième partie de notre émission, effectivement, les objectifs qui doivent être ceux des gouvernants. Et en cette matière, on verra quel est le bilan économique du président kenyan Uhuru Kenyatta. Ce sera après une courte pause. À tout de suite.